Le sujet qui nous anime ce soir, donc le sujet de l'intelligence artificielle et l'impact qu'elle aura sur le travail, nous interpelle évidemment, et je pense qu'elle interpelle chacun présent dans la salle. Cette réflexion sur le thème d'avenir, nous voulons l'avoir au plus près des territoires et en co-construction avec l'ensemble de nos partenaires. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle et ses impacts demain sur le travail. C'est une réflexion que nous avons en interne au niveau d'Aesio, à travers notamment les évolutions que ça induit sur le métier d'une mutuelle, le métier d'une structure d'assurance, et puis aussi le métier de nos entreprises, puisque ça induit beaucoup de bouleversements. Et au fond, on voit bien que cette réflexion, il faut l'aborder collectivement, compte tenu de l'ensemble de ses impacts. Cette révolution, on peut donc la voir d'un côté très optimiste, d'un côté très angoissé, et on va essayer justement de faire le tri et d'essayer de voir quel est le scénario à imaginer pour qu'on puisse, pourquoi pas, penser une intégration positive de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. L'intelligence artificielle, d'abord, c'est une branche de l'informatique que l'on peut définir de différentes manières. On peut le définir d'abord par les tâches qu'elle permet de réaliser, qui sont des tâches de haut niveau, habituellement considérées comme du ressort de l'humain, comme des tâches de diagnostic, de prédiction, de planification, de classification. On peut aussi les définir par ses applications phares, comme la reconnaissance d'images, la reconnaissance de situation, la robotique, les jeux de stratégie comme les jeux des échecs, le jeu de Go. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau. Hein. C'est 1950 qu'on commence à en parler. Alan Turing qui commence à dire si une machine est capable de me répondre, elle peut être considérée comme intelligente. Donc du coup, on n'est pas aux prémices de l'intelligence artificielle. On en est juste aux prémices dans l'imaginaire collectif parce que ça devient enfin concret pour le plus grand nombre possible. L'intelligence artificielle, il faut savoir que c'est, d'un point de vue économique, la plus grande révolution que l'humanité n'ait jamais connue, d'un point de vue purement économique. On a par exemple la révolution du moteur électrique, du moteur à combustion, la contribution à la croissance était que de 0,3 points. Celle de l'intelligence artificielle est dans l'ordre de 1,2 points par an à 2030. C'est un peu barbare. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence artificielle, les effets de l'intelligence artificielle seront 4 fois plus puissants que ceux de la première révolution industrielle. Alors que la première révolution industrielle a permis de la construction d'énormes métropoles, a permis de faire diminuer le taux d'analphabétisation et de faire éradiquer quasiment le taux d'extrême pauvreté qui était alors en passe et de permettre d'augmenter l'espérance de vie au-delà de 30 ans. Donc on est vraiment aux prémices d'une des plus grandes révolutions que l'humanité va connaître. Dans la santé, il y a deux grandes évolutions. Il y a celle de l'IA à proprement parler. Je pense qu'il va y avoir une révolution du diagnostic et de la prescription. C'est déjà largement en cours. Et ça va être effectivement très fort dans les années qui viennent. Et il y a aussi, en plus de ça, une révolution qui va être dans l'aide ou la capacité à réaliser des actes médicaux ou chirurgicaux en lieu et place des praticiens ou avec le praticien, en soutien du praticien. Et là aussi, c'est largement à l'œuvre au moment où on se parle. C'est déjà, dans certains champs, déjà opérant. Et ça participe aussi, pour ça que je ne le circonscris pas seulement à l'IA, si vous voulez, ça intervient à un moment où, par ailleurs, il y a un essaimage numérique assez fort, et on passe d'un stade où, pendant longtemps, par exemple, au niveau des applis, des objets connectés, on avait beaucoup d'applis qui étaient de l'ordre du gadget et qui n'allaient pas bouleverser la vie des patients, et où on sent bien que dans les années qui viennent, et ça commence maintenant, on va avoir des capacités de personnalisation de la prévention, du soin et de l'accompagnement qui vont être considérablement majorées. Et donc, avec Pixis, on est parti de là, avec un constat, et on s'est dit ça serait très intéressant de pouvoir mêler la technologie et l'apport du digital, du numérique et des technologies nouvelles pour un problème sociétal, un problème d'intérêt général qui est l'orientation des jeunes, qui aujourd'hui provoque des coûts sociaux énormes pour les jeunes, les familles, pour l'État au niveau des universités qui sont remplis à ras-bord en première année. Les jeunes, ils ont une imagination incroyable et ils disent « Ah, en fait, il va y avoir le professeur automatisé ». Donc ils se disent « Tiens, on va avoir un enseignant, un vrai robot qui vous connaît et qui vous enseigne tout au long de votre cursus ». Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent « Mais non, mais en fait, on n'en veut pas de robot, on veut un enseignant
humain. On veut que notre prof soit un humain qui puisse nous challenger, qui puisse nous faire peur parfois, nous puisse encourager. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'au niveau justement de l'échange qu'un humain peut avoir, de l'empathie qu'un humain peut avoir et comment il peut contextualiser une conversation avec un jeune qui peut avoir plein de différences, et bien là, pour l'instant, à ce jour et pendant quelques années, Erwan, tu me diras, mais je pense que quand même la touche humaine sera irremplaçable. Un programme d'intelligence artificielle, moi je parle pas je dis pas une intelligence artificielle, je dis un programme d'intelligence artificielle n'a pas d'empathie, n'a pas de conscience, n'a pas d'intention autre que celle qu'on lui a donnée. Après, il y a des façons d'arriver à des buts qu'on lui a fixés. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est de l'informatique avancée, je ne vois pas de rupture par rapport à ça, et ça doit être au service de l'humain. 46% de la population française, ça voudrait dire plus de 12 millions de personnes qui se retrouveraient au chômage. Mais ça, c'est la vision qu'on veut donner de manière générale, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle détruit des métiers. Alors bien sûr, elle le détruit, mais on est dans un processus de destruction créatrice. Et malheureusement, le côté pessimiste de notre société occidentale, opulente et bien portante, fait qu'on n'arrive pas à se concentrer sur le côté optimiste. Vous avez une étude du World Economic Forum, qui a été publiée il y a un mois de ça, qui dit que l'intelligence artificielle va détruire 73 millions d'emplois à travers le monde d'ici 10 ans. 73 millions. Mais à côté de ça, elle va en créer plus de 133 millions. À l'aune de l'enjeu qui se présente, vraiment la nécessité d'être proactif, en anticipation, d'avoir une stratégie nationale autour de cet enjeu, ça me paraît quelque chose de fondamental. Évidemment qu'il y ait une appréhension après des individus et de l'entreprise pour pouvoir projeter des choses qui inspirent la population et qui n'ont pas la décourage. Et je pense qu'il y a largement matière à y parvenir si bien sûr on commence à se projeter de cette façon, ce qui n'est pas forcément culturellement notre inclination première dans notre pays. Je regarde le titre le titre parce que c'est ce qu'on cherchait à travers notre étude. C'est comment l'intelligence artificielle va-t-elle transformer le travail ? Il y a un an, la plupart des conférences étaient l'intelligence artificielle va-t-elle transformer le travail ? Donc aujourd'hui, on se pose la question du comment. Ça veut dire qu'en fait, on a complètement inculqué et incorporé le fait que, bah oui, il va y avoir une transformation. Mais de quel ordre est-ce qu'elle va être ? À l'aube, de ces technologies qui sont en train de bousculer le monde et dans lesquelles l'homme se trouve un peu désemparé parfois, je pense qu'il y a évidemment toujours de l'espoir. Il faut y avoir de l'espoir, mais je pense qu'il faudra vraiment qu'on développe en tant qu'être humain de l'esprit critique, qu'on travaille beaucoup sur l'esprit critique et qu'on se demande très souvent pendant la journée pourquoi. Moi, je pense que, en fait, ce qui est très important, c'est former les gens à un esprit critique, à ne pas accepter, ne pas être passif face à la technologie qui rend des services, effectivement, tout à fait au niveau des loisirs ou au niveau de l'information, etc. Mais le risque, c'est vraiment que les gens soient passifs. Et je pense qu'il faut vraiment développer les aspects esprit critique face à la technologie.